Lin Tian conduisit l'armée des centaures jusqu'à leur nouveau quartier. Il proclama que ce territoire serait désormais une terre de liberté, un lieu où il n'y aurait ni chasse ni discrimination entre les races. Le jeune garçon centaure, tout excité, se jeta dans la pile de foin moelleux. Parfois, le bonheur n'était rien d'autre que le sentiment de sécurité retrouvé après d'innombrables jours passés à fuir. Fiona et les guerriers centaures baissèrent la tête en signe de gratitude. Lin Tian répondit simplement avec son habituelle froideur, leur rappelant de ne pas oublier la promesse faite précédemment. Il déclara ensuite que les fournitures leur seraient livrées sous peu, et que, dans quelques jours, le processus de reproduction commencerait. Un empire puissant avait besoin de diversité, et cette unité de cavalerie centaure était la pièce parfaite pour renforcer son autorité. Lin Tian sourit avec une once de calcul en pensant à l'avenir. Pendant ce temps, il prévoyait d'éliminer le roi gobelin et d'aider Gobukang à monter de niveau. Mais avant cela, il lui restait encore une chose à faire. Tout en marchant tranquillement dans le couloir, Lin Tian proposa à Gobutian de l'accompagner pour aller voir l'état d'Abedo. Au fond de lui, Lin Tian avait un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Le couloir menant à la cellule de prison était sombre et lugubre. Les pas précipités résonnaient dans l'air lourd d'inquiétude. La scène qui s'offrit à eux ressemblait à un cauchemar. Abedo gisait, épuisé, sur une pile de paille. Le garde gobelin s'était effondré dans une mare de sang, et un trou d'un noir profond était apparu au milieu du sol. Gobutian, horrifié, pensa que quelque chose s'était introduit de l'extérieur. Il voulut descendre pour examiner les lieux, mais Lin Tian lui fit signe de s'arrêter. Les yeux de Lin Tian avaient déjà percé la vérité. Ce n'était pas une intrusion, mais une évasion venue de l'intérieur. Le trou profond était le chemin par lequel cette chose était partie. Chaque indice pointait vers une entité dont la puissance dépassait de loin l'imagination. Le ventre d'Abedo était béant, laissant une cavité sombre et terrifiante. La pauvre succube semblait avoir subi l'accouchement le plus cruel que l'on puisse imaginer. Son visage était pâle et ses yeux rougis débordaient de terreur. Elle suppliait faiblement qu'on l'aide entre des respirations hachées. Peu après, Catherine fut convoquée dans la cellule. Elle jeta aussitôt un sort de guérison pour refermer l'horrible plaie sur l'abdomen d'Abedo. Une chaude lumière dorée enveloppa son corps tremblant. Dès qu'elle retrouva un peu de conscience, Abedo éclata en sanglots, traitant l'enfant qu'elle venait de mettre au monde de monstres. Elle s'accrocha désespérément aux vêtements de Lin Tian, comme pour échapper à l'horreur du souvenir. Elle décrivit comment la créature avait dévoré tous ses organes internes pour se nourrir avant de sortir violemment de son corps. Elle avait même tué le garde sous ses yeux avant de disparaître. Lin Tian garda un calme étrangement serein et s'enquit de l'apparence de la créature. Il avait besoin de savoir exactement quel genre d'être il avait créé. Abedo évoqua l'image d'un gobelin d'un noir profond, doté de cornes de bouc et d'yeux emplis de malice. Il ne ressemblait en rien à un enfant, mais plutôt à une créature née des abysses eux-mêmes. Lin Tian conclut silencieusement que cet enfant avait parfaitement hérité de la nature assoiffée de sang des gobelins, combinée au pouvoir du sang de succube. Il s'agissait peu, être d'une créature de niveau semi-divin. La situation commençait à lui échapper. Dans l'esprit de Lin Tian apparut l'image d'un monstre aux cornes sombres, rugissant avec une puissance dévastatrice. Un être capable de croître sans fin en dévorant tout sur son passage. Pour la première fois, Lin Tian eut le sentiment d'avoir sous-estimé la puissance des créatures d'un autre monde en croyant pouvoir contrôler un tel monstre. Soudain, une notification système retentit, figant Lin Tian de stupeur. Un tout nouveau titre venait d'être créé à la suite de cet événement. Le système le félicita pour l'obtention du titre « Père du Dieu maléfique ». En récompense, 100 points de vie lui furent attribués, confirmant la véritable nature de l'enfant qui venait de naître. Lin Tian trouva ce titre à la fois ridicule et gênant. Un roi gobelin était soudainement devenu le père d'un dieu maléfique, mais il chassa rapidement ce malaise, se disant que ce titre représentait aussi son statut unique. Tout le monde ne pouvait pas se vanter d'être le père d'un dieu maléfique. Il ordonna à ses subordonnés de surveiller Abedo et le trou avec une extrême prudence. Si cette chose revenait, il voulait être informé immédiatement. Quittant cette zone lugubre, Lin Tian traversa son territoire pour l'inspecter. La lumière du matin
éclairait la ville florissante en contrebas. Partout, les gens acclamaient Lin Tian sur son passage. Leur loyauté ne venait pas seulement de la peur, mais aussi de la gratitude pour la vie stable qu'il leur avait offerte. Fiona demanda « Surprise, pourquoi les humains d'ici n'avaient pas peur d'un gobelin ?» Lin Tian répondit calmement que lorsque les gens étaient traités équitablement, la peur disparaissait naturellement. Elle fut stupéfaite par l'ampleur de cet empire et par la capacité de Lin Tian à gagner les cœurs. Un gobelin est pourtant doté de l'état d'esprit d'un véritable empereur. Fiona l'interrogea avec curiosité sur son ambition ultime. Elle sentait que les désirs de Lin Tian allaient bien au-delà du simple fait de bien manger et de se reproduire pour perpétuer sa race comme le faisaient les gobelins ordinaires. Lin Tian se tourna vers elle et déclara que son désir était le même que le sien. Une déclaration lourde de sous-entendus qui plongea Fiona dans une profonde réflexion. Puis, Lin Tian lui demanda en retour « Ne souhaitait-elle pas, elle aussi, que la race des centaures devienne un peuple noble plutôt que d'être méprisée ?» Ces paroles frappèrent en plein cœur l'orgueil enfoui au plus profond d'elle-même. Lin Tian se remémora silencieusement ses premiers jours après avoir été transportée dans ce monde. Contraint d'incarner le plus misérable des gobelins, traqué par les humains comme une ordure sans valeur, les souvenirs de douleur et d'humiliation du passé se transformèrent en une force motrice irrésistible. S'il ne pouvait pas vivre en tant qu'humain ordinaire, alors il ferait du nom gobelin, un symbole légendaire de puissance. Lin Tian voulait que les gobelins deviennent l'incarnation de la dignité, à égalité avec l'humanité. Un nouvel ordre mondial était en train de se construire de ses propres mains. Son ambition allait même au-delà. Il comptait élever les gobelins au-dessus de l'humanité elle-même. Être même au-dessus des dieux. Les flammes de l'ambition brûlaient intensément dans ses yeux rouges. Fiona resta figée, submergée par l'aura guerrière émanant du petit corps de Lin Tian. Pour la première fois, elle commença à entrevoir le futur glorieux qu'il envisageait. Soudain, Gobukwan intervint et réprimanda Fiona pour son manque de respect envers le roi qui marchait à pied. Il suggéra qu'elle devrait permettre à sa majesté de monter sur son dos comme preuve de loyauté. Le visage de Fiona devint immédiatement écarlate de gêne. Pour les centaures, autoriser quelqu'un à monter sur leur dos était un acte extrêmement intime, symbolisant une soumission absolue. Gobutian s'empressa d'arrêter Gobukwan, déclarant que Lin Tian avait certainement ses raisons. Cette petite dispute rendit l'atmosphère quelque peu tendue. Lin Tian ordonna à ses subordonnés de se taire, reconnaissant les coutumes sacrées de la race centaure. Il n'avait aucune intention de la forcer simplement pour satisfaire un sentiment d'autorité superficielle. Face au respect et à la vision grandiose de Lin Tian, Fiona mordilla doucement sa lèvre inférieure. Ses joues étaient rouges d'émotion. Elle avait enfin trouvé le véritable souverain auquel elle voulait consacrer sa vie entière. Le visage brûlant de honte, Fiona invita volontairement Lin Tian à monter sur son dos. Lin Tian fut sincèrement choqué, car les centaures étaient réputés pour être fiers et têtus. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle s'abaisse si volontairement et si rapidement. Un acte de soumission inattendu venait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'autorité du roi gobelin. Fiona baissa la tête, timide. D'une voix douce, elle dit à Lin Tian de monter rapidement sur son dos, car elle pourrait changer d'avis, elle avait pris l'initiative de l'inviter après tout. Lin Tian sourit, satisfait, et ne se fit pas prier. Il sauta sur le dos de la jument et s'assit directement derrière Fiona. La distance entre eux était si réduite que Fiona sursauta. Tout son corps se raidit instantanément, prise de gêne. Remarquant sa tension, Lin Tian lui demanda si tout allait bien. Fiona prit une profonde inspiration, s'efforçant de se calmer, et répondit que tout allait bien. Elle pensa qu'elle s'y habituerait assez vite. Le groupe se mit bientôt en route. Lin Tian chevauchait confortablement en tête du cortège. Gobukwan et ses subordonnés le suivaient, montés sur leur monture spéciale. Lin Tian hocha la tête avec satisfaction, trouvant l'expérience incroyablement agréable et confortable. Il perçut même le léger parfum des longs cheveux de Fiona, ce qui le détendit agréablement. Il n'y avait probablement pas de monture plus confortable au monde que celle-ci. Pendant ce temps, au bastion de la guilde des tueurs de dragons, au sein de l'empire de la guerre, où d'imposantes structures se dressaient comme des symboles d'orgueil et de puissance,
régnait une atmosphère complètement différente. Les 3 rois s'y étaient réfugiés après avoir abandonné leurs armées. Gilbert suggéra avec enthousiasme au roi Édouard de visiter le musée des trophées de la Guilde. Le roi Édouard accepta immédiatement. En secret, il évaluait ses prochaines actions. Il voulait voir par lui-même la puissance réelle de la Guilde des tueurs de dragons, afin de pouvoir personnellement s'occuper des 3 dragons de Lin-Tian. À l'intérieur du musée se trouvaient d'innombrables squelettes de dragons gigantesques. Ils témoignaient de la brutalité et de la force de la Guilde. Sur des étagères étaient exposés les cœurs et les têtes tranchées de nombreuses créatures terrifiantes. Chaque pièce portait le nom de celui qui l'avait abattu. Gilbert s'arrêta devant un spécimen empaillé d'une femme tcha bestiale et loua à plusieurs reprises sa beauté remarquable, d'un regard avide. Un homme obèse, à proximité, ne pouvait détacher ses yeux de l'exposition. Il insista pour l'acheter à tout prix, afin d'assouvir ses désirs pervers. Non loin se trouvait le passage menant au 5e étage, où étaient exposés les trophées les plus précieux appartenant au maître de la Guilde. Le roi Édouard fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le maître de la Guilde occupe à lui seul tout un étage du musée. Au centre de la pièce se tenait un cristal violet radiant. C'était le noyau de dragon du légendaire dragon de cristal. Autour étaient disposées de nombreuses parties du corps provenant d'autres créatures rares et extraordinaires. Lorsqu'il vit la plaque portant le nom du maître de la Guilde, Élisabeth Tamon, le roi Édouard s'immobilisa aussitôt. Il n'arrivait pas à croire qu'elle ait même réussi à obtenir le noyau du roi dragon, un artefact qui occupait cette place depuis des milliers d'années. Il comprit soudain pourquoi ce dragon avait disparu ces dernières années. Ayant perdu son noyau, il ne pouvait pas survivre bien longtemps. Un sourire cruel se dessina sur le visage du roi Édouard. Il était convaincu que, dès que la Guilde des tueurs de dragons agirait, la mort de ces 3 lézards volants serait toute proche. De retour dans le désert, le groupe de Lin-Tian luttait contre de violentes tempêtes de sable qui balayaient les terres arides. Gobu Kuang halétait lourdement et commença à se plaindre. Il dit que Lin-Tian chevauchait trop vite, ce qui rendait extrêmement difficile pour ceux qui suivaient de rester à son rythme. Gobu Tian avait l'impression que tous les os de son corps étaient devenus secs, fragiles et prêts à se briser. Lorsqu'ils atteignirent un affleurement rocheux élevé, Fiona regarda en bas dans la vallée et confirma que c'était bien l'endroit qu'il cherchait. Gobu Tian se pencha pour observer la zone en contrebas. Il déclara qu'il ne voulait pas rester plus longtemps dans cet endroit terrifiant et pressa tout le monde de descendre rapidement. Il s'apprêtait à sauter le premier, mais Lin-Tian l'arrêta immédiatement, car quelque chose d'inhabituel dans le terrain avait attiré son attention. Lin-Tian désigna les étranges motifs tourbillonnants sur le sol et demanda à tout le monde de regarder de plus près les pièges de sable cachés sous la surface. S'il sautait là, dedans, il serait très probablement déchiqueté par des vers des sables. Gobu Tian s'assit immédiatement et examina attentivement la zone, voulant savoir ce qui se cachait sous le sable. Ses yeux commencèrent à briller, tandis qu'il activait son don de clairvoyance pour voir à travers les épaisses couches de sable. Comme prévu, d'énormes vers des sables aux dents tranchantes comme des rasoirs attendaient juste en dessous, prêts à happer leur proie. Il informa rapidement Lin-Tian que la zone en contrebas était remplie de vers des sables géants et qu'ils avaient l'air extrêmement effrayants. Fiona expliqua que, bien que cette région fût très isolée, la tribu des gobelins avait continué à prospérer en chassant et en mangeant les vers des sables. Ils les utilisaient même comme outils de reproduction. Lin-Tian hocha la tête pour montrer qu'il avait compris et réalisa que traverser cette zone serait extrêmement difficile. Après avoir entendu cela, Fiona sourit simplement et dit que le problème était en réalité très facile à résoudre. Elle activa alors silencieusement un cercle magique lumineux sous ses pieds. Elle déclara calmement qu'il leur suffisait de survoler la zone. Un instant plus tard, elle et sa monture s'élevèrent lentement dans les airs, sous les regards ébahis des 3 autres gobelins. Les gobelins restèrent figés sur la falaise, les yeux écarquillés, complètement incapables de comprendre comment un centaure pouvait voler sans avoir d'ailes. Peu après, Gobu Tian rattrapa Lin-Tian. De loin, il agita la main et appela les 2 autres pour qu'ils se dépêchent de les rejoindre. Peu de temps après, tout le groupe pénétra dans un vaste tunnel minier. Fiona expliqua qu'il s'agissait de la mine de fer élémentaire, la source des matériaux utilisés par le royaume de l'épée pour forger ses armes. En marchant, Lin-Tian avertit tout le monde que les gobelins pouvaient changer de forme en fonction de l'environnement dans lequel ils vivaient.
Un gobelin qui aurait évolué dans un lieu aussi riche en énergie élémentaire serait certainement très difficile à affronter. Lin Tian rappela à tous de rester extrêmement prudents alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément sous terre. Le groupe descendit une série de marches de pierre anciennes qui menaient à un espace encore plus vaste et mystérieux. Devant eux apparut une énorme caverne. De gigantesques piliers de cristal violet jaillissaient des parois rocheuses dans toutes les directions, émettant une faible lueur éthérée. Lin Tian se demanda comment Fiona pouvait être aussi certaine que le roi gobelin se trouvait ici. Fiona expliqua alors que sa tribu s'était autrefois réfugiée dans cet endroit il y a longtemps. C'est pourquoi elle se souvenait encore très clairement de l'emplacement du village gobelin. Le groupe de Lin Tian pénétra dans la grotte, et Fiona mentionna que la tribu des centaures était autrefois arrivée ici en proie au désespoir le plus total, leurs réserves de nourriture étant complètement épuisées. Sans même une brindille d'herbe à se mettre sous la dent, la situation avait été si tragique que des dizaines de membres de la tribu étaient morts de faim, les obligeant à chercher frénétiquement un nouvel abri pour préserver leur lignée. Voyant sa compagne perdue dans ses pensées, Lin Tian posa doucement une main sur son épaule pour la réconforter, lui disant que tous ses souvenirs douloureux appartenaient désormais au passé. Fiona hocha légèrement la tête, s'efforçant de chasser son anxiété pour continuer d'avancer. Alors qu'il marchait dans le tunnel obscur, Gobukwang poussa soudain un cri de joie en apercevant une faible lueur au loin. Cependant, Lin Tian ordonna immédiatement à tout le groupe de s'arrêter pour garantir leur sécurité. Son odorat aigu lui permit de reconnaître une odeur incroyablement familière. C'était l'odeur de ses semblables, l'odeur des gobelins. Le terrain étroit de la mine rendait très difficile la dissimulation d'un groupe aussi nombreux. Aussi, décida-t-il d'envoyer un éclaireur en avant pour évaluer la situation. Le loyal subordonné reçut l'ordre et disparut aussitôt dans l'obscurité, sans laisser de traces. Un instant plus tard, l'éclaireur revint avec des nouvelles cruciales. « Chef, je suis de retour. » Il rapporta qu'il y avait au moins 10 000 gobelins ici, avec une structure sociale très complexe, allant des niveaux les plus bas jusqu'à des centaines de grandes variantes et des dizaines de classes héroïques. Mais ce n'était pas tout. À une autre entrée, une équipe d'aventuriers humains se tenait en embuscade, semblant elle aussi cibler cette grotte. En entendant parler d'humains, Lin Tian insista immédiatement pour obtenir des détails sur la puissance des aventuriers. Gobu Tian répondit qu'il n'en savait rien avec certitude, mais qu'à en juger par les insignes épinglés sur leur poitrine, il s'agissait d'un groupe d'aventuriers de rang légendaire. Lin Tian réfléchit profondément. D'après ses connaissances, une équipe de rang légendaire possédait une puissance de combat d'environ 4000 au minimum et de plus de 5000 en moyenne. Un sourire calculateur apparut sur le visage de Lin Tian. Il semblait avoir repéré une opportunité considérable dans l'apparition de ces deux factions. Il ordonna à la tribu d'attendre dans un angle mort pendant que lui-même s'approcherait pour observer de ses propres yeux le spectacle qui allait se jouer. Pendant ce temps, dans un manoir luxueux, le quartier général de la guilde des tueurs de dragons était animé par de puissantes réceptions. Allongée nonchalamment sur un canapé se trouvait Elisabeth, la très autoritaire maîtresse de guilde, surnommée la Poule Borgne. À ses côtés se tenaient Steven et Steven, deux guerriers de rang 4 au visage impassible. Elisabeth regarda avec dédain les personnes agenouillées à ses pieds, les traitant de petits cafards sortis de Dieu sait où. Il s'agissait des 3 rois des royaumes déchus, qui tremblaient en présentant leur titre dans l'espoir d'obtenir une protection. Parmi eux se trouvait le roi du royaume de l'épée et Gilbert du royaume du trèfle. Mais Elisabeth n'en avait absolument cure. Elle envisageait même de les transformer en engrais pour le jardin fleuri s'ils ne lui apportaient aucun bénéfice. En entendant cela, Edward s'empressa d'expliquer que la raison de sa venue était de fournir des indices sur 3 puissants dragons. À ces mots, les yeux d'Elisabeth s'illuminèrent d'une excitation et d'une convoitise intense. Elle exigea qu'Edward expose rapidement son affaire. Au départ, nous sommes allés conquérir l'Empire Gobelin, mais pour une raison inconnue, l'Empire Gobelin était protégé par 3 dragons géants, chacun mesurant plus de 800 mètres de long. Et le plus terrifiant est le dragon noir, qui fait près de 8000 mètres de long. Elisabeth répéta avec scepticisme les informations concernant ce dragon noir de 1000 mètres dont elle n'avait jamais entendu parler. Pendant ce temps, Steven balaya l'information d'un revers de main, estimant que ces gens mentaient,
car il ne restait qu'un seul dragon de feu dans le monde qui atteignait cette taille. Avec une vitesse terrifiante, Élisabeth apparut soudainement juste devant Edward, dégageant une aura meurtrière qui glaça l'air environnant. Les yeux d'Edward s'écarquillèrent de peur, son visage enveloppé par une force étrange et mystérieuse. Voyant Edward se tordre de douleur, Élisabeth grogna un avertissement. Quiconque oserait la tromper ne trouverait que la mort. Étouffé, Edward cria en jurant que tout était vrai, qu'il n'osait absolument pas mentir et qu'il ne voulait vraiment pas mourir. Voyant sa terreur ultime, Élisabeth esquissa un sourire mystérieux. Elle semblait commencer à croire à cette histoire bizarre. Elle jeta Edward comme un vieux jouet, un geste brutal qui témoignait de son mépris total. Élisabeth ordonna à Stephen d'aller vérifier ces informations. Si un tel dragon noir existait réellement, elle agirait personnellement. Edward, encore sous le choc, affirma en outre que le gobelin qui dirigeait ces dragons était une existence bien au-delà de toute imagination. Retour auprès de Lin Tian. Il se tenait désormais sur une hauteur, dominant tout le camp gobelin, où des milliers de torches illuminaient l'intégralité de la caverne. Il observa attentivement la disposition des lieux et comprit que la maison de pierre au centre était le repère du roi gobelin. Son regard se tourna vers l'entrée, où l'équipe d'aventuriers humains observait toujours en silence. Lin Tian activa immédiatement sa compétence de perception aiguë pour analyser toutes les informations de ces visiteurs indésirables. Le système afficha des chiffres impressionnants. 5400, 6000, 5600. Il s'agissait effectivement d'une armée aguerrie, mais elle semblait hésiter face au nombre écrasant de gobelins. Il ricana, un plan sinistre commençant à prendre forme dans son esprit. S'il n'osait pas prendre l'initiative d'attaquer, alors il leur donnerait un coup de pouce. Ses yeux se fixèrent sur les gobelins, prêts à orchestrer une représentation théâtrale sanglante.